À la fin du siècle dernier, les torpilleurs apparaissent dans l'arsenal de la marine de guerre. Pour parer à cette nouvelle menace, la Royal Navy commande des navires rapides appelés destroyers contre-torpilleurs. Après cette première mission, les destroyers ont rapidement fait leurs preuves dans d'autres rôles essentiels. La défense aérienne, le dragage de mines et la lutte anti-sous-marine. Counting officer, based on a good fix, time 1-5, hold you on track, distance remaining 880 yards, your next course at 270. Nearest hazard navigation is shoal water off the starboard bow at a distance of 350 yards. Depth of 16 feet beneath the dome, confers the charted depth, recommend you maintain course and speed. Depuis la mise en chantier du premier destroyer, il y a près de 100 ans, ces navires se sont avérés être le type de bâtiment le plus polyvalent de toutes les marines du monde. Aujourd'hui, les destroyers modernes de l'US Navy sont plus gros et plus puissants que jamais. Le destroyer du type Kidd est une variante du type Spruance qui constitue l'essentiel de la flotte de destroyers des États-Unis. Voici l'USS Chandler, coque numéro 996, un des 4 bâtiments du type Kidd. Construit à l'origine pour le Shah d'Iran, il ne fut jamais livré à cause de la révolution islamique. Comme les 4 destroyers de type Kidd furent conçus pour un usage militaire polyvalent, le Chandler est un des navires les plus imposants en termes de puissance de feu. Tout dépend du type de mission qu'on nous confie. Ça peut être une simple mission de présence. On doit s'approcher des côtes d'un pays et patrouiller de long en large, histoire de frapper à la porte et de faire savoir aux dirigeants de ce pays qu'on reste vigilant. En cas de menace de guerre, on peut aussi enfoncer la porte. La guerre navale moderne signifie le plus souvent qu'on engage un ennemi bien avant de le voir. Pour détecter l'adversaire, le destroyer dispose de plusieurs types de radars, y compris des radars de détection aérienne pour repérer les avions ennemis et des radars de surface pour localiser les navires hostiles. 8431 and track 8432, inbound, unopposed, watching tracks 8431 and 32. Toutes ces informations, en plus des données transmises par les navires et les avions alliés, sont centralisées vers ce compartiment situé au plus profond du Chandler, dénommé Centre d'information de combat ou CIC. C'est là que sont prises les décisions concernant la manière et le moment d'engager le navire. L'officier des opérations tactiques reçoit les données en provenance de tous les instruments du centre d'information de combat. Il est peut-être plus simple d'expliquer d'où viennent tous ces renseignements. À ma droite, j'ai toutes les informations sur la lutte antiaérienne, tout ce qui est lié aux engins volants et ce qui se produit dans l'espace aérien. Ces informations me sont transmises par ces hommes qui veillent de ce côté-ci de l'autre pièce. De ce côté de la pièce, je dispose de toutes les données concernant les activités de surface et les activités sous-marines, que ce soit les informations des sonars acoustiques ou toutes les informations radars concernant les contacts en surface dans le secteur. Tous ces renseignements me parviennent ici, à ce poste. Et en fonction de la menace qui se profile, on peut répliquer. 8434 outbound, believe he may have split and dropped some inbound vampires watching track 8434. Very tense. Dans une situation différente, avec une mer encombrée d'une quantité d'autres navires, ça peut devenir très agité ici. On est tous très concentrés sur notre boulot, sur ce qu'on essaie de faire. Chacun essaie de rester aux aguets et d'observer ce qui se passe. On tente de respecter toutes les consignes de sécurité. On ne veut pas tirer sur la mauvaise cible. Si le danger vient d'un avion ennemi, on charge le lanceur Mark 26 du Chandler avec des missiles guidés sol-air, capables d'atteindre des objectifs à grande distance. Les navires de surface ennemis peuvent être attaqués avec ces missiles mer-mer Harpoon lancés par tube. Pour les bombardements côtiers ou les bâtiments plus petits qui ne justifient pas l'usage de ce missile de 750 000 $, le Chandler dispose aussi de 2 canons de pont à tir rapide. Nous avons 2 affûts de 125 mm à bord de ce bâtiment. Certaines unités n'ont qu'une seule pièce également de 125 mm. Sa portée est approximativement de 16 à 20 km et il peut aussi bien descendre un avion qu'engager un navire de surface.
C'est pourquoi on considère qu'il a une double fonction. En outre, il peut servir d'appui d'artillerie navale quand on a des forces amies sur la plage. Par exemple, lors d'un débarquement amphibie, on peut très bien effectuer un pilonnage des côtes avant leur arrivée. En dernier recours, le navire comprend également un système d'armes à courte portée constitué de 2 canons Gatling à guidage radar. Si un missile a réussi malgré tout à pénétrer le périmètre de défense du bâtiment, ces canons se calent sur lui et le font exploser en vol avec un flot de balles extrêmement dense. Evaluator sonar, hydrophone effects now bear 142. Pendant que le radar surveille la surface de la mer et le ciel, les hommes au poste sonar sont à l'écoute des profondeurs. All stations, sonar has hydrophone effects bearing 147, classification torpedo. Recommend energizing Nixie and evading. All stations, sonar has hydrophone effects bearing 141, classification hostile torpedo. Contact now bears 144, 5,020 yards. 9.7 knots, opening Doppler. Le sonar de coque peut soit rester en écoute passive, soit passer en mode actif pour localiser les sous-marins ennemis. En plus du sonar de bord, le bâtiment peut aussi embarquer 2 hélicoptères qui relaient les signaux des sonobouées. L'idée est d'envoyer ces hélicoptères qui sont eux-mêmes capables de larguer des torpilles et d'engager le sous-marin ennemi le plus loin possible, bien au-delà de l'horizon. Ainsi, nous ne risquons pas d'être attaqués. Si pour une raison quelconque ce n'est pas possible, nous pouvons utiliser nos propres lance-torpilles pour tirer ce qu'on appelle des torpilles ASROC, qui sont des missiles torpilles anti-sous-marins. On peut les tirer à distance moyenne pour engager le sous-marin ennemi en immersion au-delà de la portée de ses armes. Si nécessaire, nous avons aussi des torpilles ordinaires, similaires aux engins de la Seconde Guerre mondiale, que l'on tire directement des côtés du navire, à courte distance de l'objectif ennemi. Mais toute cette puissance de feu ne servirait à rien si on ne pouvait pas la déplacer là où on en a besoin. Le Chandler file à plus de 30 nœuds, soit 55 km/h, propulsé par 2 hélices qui moulinent la mer en un sillage qui ressemble à la queue blanche d'un coq. Cette puissance provient de 4 turbines à gaz, similaires à celles des avions, fournissant une puissance totale de 80 000 chevaux. C'est en quelque sorte la voiture de sport de la marine. Je dirais qu'il s'apparente à une corvette. C'est un véhicule à haute performance qui peut filer vite et tirer vite. C'est une plateforme de haute capacité. Je pense que c'est un des bâtiments les plus enthousiasmants. Je suis très content d'être à bord. Okay, have this rack made and that rack made. La vie à bord d'un destroyer en mer commence avant le lever du soleil. La première opération de la journée est le repas des 300 matelots et des 25 officiers qui constituent l'équipage. La nourriture est d'une importance capitale pour le moral de l'équipage. C'est très important de faire plaisir à l'équipage en servant un repas de qualité. Ça maintient le moral. Je crois qu'en tant que maître, mon devoir est de contribuer à stimuler le moral de l'équipage. Après le petit déjeuner, exercice, puis entretien. Et de nouveau, exercice jusqu'à une heure avancée de la nuit. L'entretien, c'est 24 heures sur 24. S'il y avait 30 heures dans une journée, ce serait 30 heures par jour. Ça ne s'arrête jamais. L'environnement marin est probablement le pire de tous pour un bâtiment en acier. C'est un processus qui évolue sans cesse. Nous sommes en plein exercice d'incendie. L'équipage doit combattre un feu simulé dans le compartiment machine du navire. Que ce soit en conditions de combat ou lors d'une mission ordinaire, le feu peut devenir le pire ennemi à bord d'un navire bourré de carburant et de munitions. Quand on est en pleine mer, on est totalement seul. On est parqué dans un lieu de 169 mètres de long sur 15 mètres de large. On ne peut aller nulle part, on doit compter sur l'équipage pour sauver le navire. Lock leader! Lock leader, aye. I need fire boundary set. 174 forward, 220 aft. Le contrôle technique reçoit les informations sur l'évolution de l'incendie et prend toutes les décisions sur la manière dont le feu doit être combattu.
Repair 5 Central. Light off bilge sprinkling for 2 minutes, enter space. Central, requesting maneuver to place the wind on the port beam. Maneuver to place the wind on the port beam, bridge eye. Repair electrician lockulator. Set electrical isolation, MER1. Electrical isolation, MER1 on. Nous sommes entraînés à tous les types d'urgence. En conséquence, si un cas d'urgence se produit, les gens réagissent pratiquement par réflexe. Ils n'ont pas besoin de s'arrêter pour se demander ce qu'ils vont faire. S'il y a le feu, ils y vont et réagissent immédiatement. Ils procèdent selon une liste type. C'est comme ça que ça marche en cas d'incident. Okay, in the pod house, we're entering an area where a gas attack is imminent, so be prepared to take whatever actions are necessary. Gas! 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 What do you get your gas mask on? Dans le cas où on est touché au combat, nous devons être capables d'empêcher le navire de prendre feu, en éteignant tout foyer éventuel. Si possible, nous devons l'empêcher de prendre l'eau et lui permettre de continuer d'avancer et de combattre. C'est une tâche très difficile et nous nous entraînons sans relâche. Nous répétons toujours les mêmes gestes qui nous permettront d'arriver sur les lieux, de nous battre et de réparer les dégâts après la bagarre, si jamais nous en avons. Un contrôle sérieux des dommages est essentiel à la sécurité du navire et l'équipage peut constituer le facteur le plus important pour déterminer si le bâtiment va couler ou s'il peut continuer le combat. Investigator repair 5, understand, Halon appears to be effective. Okay. Secondary investigation, repair 2, no apparent damage. My question is, well, I guess... I don't know why you didn't go down there, but you want to stay up here to get protection when you got a dual level. All right, sir. Okay? Le destroyer moderne est un navire de combat fin et puissant. Conçu pour opérer dans des situations à menaces multiples, des bâtiments comme le Chandler peuvent répliquer aux menaces aériennes, navales ou sous-marines. Cette polyvalence est la conséquence directe de la longue liste de prouesses navales accomplies par les destroyers au cours de l'histoire. Tous les destroyers modernes tirent leur origine de ce navire, l'USS Bainbridge, le premier destroyer américain. Lancé en 1901, le Bainbridge est conçu pour répliquer aux menaces des torpilles autopropulsées et des petits mais redoutables torpilleurs qui les transportent. Capable de se glisser sous le feu des gros canons d'un cuirassé ou d'un croiseur et de lancer une torpille, ces petits navires constituent une menace pour les grosses unités. Pour contrer cette menace, on commence à développer des destroyers contre-torpilleurs. Plus gros et plus rapides que les torpilleurs, équipés à la fois de canons de pont et de torpilles, ces unités prennent bientôt le nom de destroyers tout court. Le destroyer contre-torpilleur devait protéger les grosses unités en attaquant les petits torpilleurs qui approchaient. C'est typiquement ce que j'appellerais un cas de mesure et contre-mesure. Comme il y a des torpilles et des torpilleurs, on a le destroyer contre-torpilleur. À l'aube de la Première Guerre mondiale, le destroyer fait déjà partie intégrante de l'US Navy et de la marine britannique. La bataille du Jutland en 1916 va constituer le premier terrain d'essai de la tactique des destroyers. Dans la plus pure tradition, les navires allemands et britanniques vont s'affronter en mer du Nord. Parmi ces forces se trouvent 62 torpilleurs allemands et 80 destroyers anglais. Tout est en place pour un véritable duel entre destroyers et torpilleurs. À la fin de la bataille, 24 bâtiments, tous camps confondus, ont sombré. Mais 5 seulement ont été atteints par des torpilles. Les cuirassés et les croiseurs prouvent qu'ils peuvent se défendre contre les attaques de jour à la torpille, et dans l'obscurité, les destroyers n'ont pas beaucoup de succès avec leur propre attaque à la torpille. La bataille du Jutland entraîne des changements dans la tactique des destroyers. Mais ce sont les nouveaux sous-marins allemands qui vont les forcer à se lancer dans de nouvelles missions.
Pendant la Première Guerre mondiale, vous avez les destroyers qui défendent les grosses unités, les cuirassés et les croiseurs de bataille. Si l'opportunité se présente, ils attaquent eux-mêmes les gros navires ennemis avec leurs torpilles. Cependant, c'est le développement et l'utilisation des U-boats, les sous-marins allemands, pendant la Première Guerre mondiale qui fait de la lutte anti-sous-marine une des missions essentielles des destroyers. Considérés au départ comme une menace mineure, les U-boats causent bientôt les pires ravages sur la marine marchande britannique. Au fur et à mesure que les cargos sombrent les uns après les autres, victimes des collimateurs des périscopes allemands, le destroyer apparaît comme l'arme idéale pour la lutte anti-sous-marine. On a découvert que le destroyer, avec sa vitesse élevée et son autonomie relativement importante, était un navire idéal pour contrer les sous-marins. Les États-Unis entrent en guerre en 1917 et commencent immédiatement à envoyer des destroyers pour contrer les sous-marins allemands qui étranglent la Grande-Bretagne. Le système des convois escortés par des destroyers est mis en place et presque immédiatement, les U-boats commencent à perdre du terrain dans l'Atlantique. Ces destroyers commencent à développer les premières techniques rudimentaires de lutte anti-sous-marine. Au début, les destroyers cherchent simplement les sous-marins, du moins leurs périscopes, et essaient de les éperonner. Par la suite, un certain nombre d'armements anti-sous-marins font leur apparition. Le plus efficace et le plus utilisé étant la mine sous-marine, ou boîte à cendres. C'est un récipient métallique bourré d'explosifs avec un détonateur sensible à la pression que l'on peut régler à l'avance. L'engin provoque une onde de choc sous l'eau, au-dessus d'un sous-marin ou sous lui, ou même directement à son contact. Ce système a servi d'arme standard de lutte anti-sous-marine pendant plus de 50 ans, depuis sa mise au point pendant la Première Guerre mondiale. L'apport essentiel du destroyer pendant la Première Guerre mondiale est de constituer une dissuasion contre les attaques d'U-boats. Les destroyers américains n'ont coulé qu'un seul sous-marin allemand au cours de la guerre, mais ils ont réussi à protéger la traversée de l'Atlantique pour plus de 2 millions de soldats sans qu'une seule vie ne soit perdue. Il suffit de laisser un destroyer au-dessus d'un sous-marin pour le forcer à rester en immersion et au repos. Le convoi peut ainsi avancer et même si le destroyer n'a pas réussi à couler le sous-marin, il l'a tout de même empêché de gêner les navires marchands ou de faire ce qu'il avait l'intention de faire. À la fin de la Première Guerre mondiale, le destroyer, ou 4 tuyaux comme on le surnomme à cause de ses 4 cheminées, affiche à sa liste grandissante de missions celle de la lutte anti-sous-marine. Ils conservaient leur mission d'attaque à la torpille et avaient toujours leur rôle défensif. Donc, à la fin de la Première Guerre mondiale, le destroyer remplissait 3 rôles. Et c'est ainsi qu'il devient un des navires de guerre les plus polyvalents qui soient. À la fin de la guerre, les États-Unis mettent sous cocon la majorité de leur flotte de destroyers, sans s'imaginer qu'un peu plus de 20 ans plus tard, ils seraient de nouveau en guerre dans l'Atlantique. En 1939, le Blitzkrieg nazi plonge de nouveau l'Europe dans la guerre, et une fois de plus, les destroyers courent à la bataille. Le 9 avril 1940, 10 destroyers allemands s'emparent du port norvégien de Narvik au cours d'une attaque surprise. Arrivant à toute vapeur à la rescousse, une escadre de destroyers anglais prend les nazis de court et envoie la totalité de la flotte allemande au fond du fjord. Cet unique engagement naval diminue brusquement de moitié le nombre de destroyers de la marine allemande, réduisant du même coup la menace des raids allemands en surface. Alors que les États-Unis maintiennent leur neutralité, la Grande-Bretagne doit faire face une fois de plus à un ennemi familier, les U-boats. Commandés par l'amiral Karl Dönitz, les sous-marins opèrent en meute de loups au milieu de l'Atlantique, une tactique d'une efficacité redoutable. Dès qu'un convoi était repéré, l'U-boat qui l'avait trouvé le premier se gardait d'attaquer. Il traquait le convoi et servait de balise radio pour attirer les autres sous-marins. Ensuite, ils attaquaient tous ensemble pour semer le désordre parmi les escorteurs. La Royal Navy a besoin de renforts. Elle reçoit 50 vieux 4 tuyaux de la Première Guerre mondiale, selon les accords Lend-Lease avec les États-Unis. Ces destroyers escortent bientôt à travers l'Atlantique les convois qui ravitaillent la Grande-Bretagne. Dès 1940, il est évident qu'il devient nécessaire de regrouper les navires marchands en ensembles protégés, appelés convois,
Tous les bateaux qui naviguent entre l'Amérique du Nord et le Royaume-Uni sont organisés en convois. Ce système équivalait à une protection mutuelle. Il permettait de détecter les sous-marins suffisamment à l'avance pour pouvoir répliquer. La neutralité des États-Unis prend fin le 7 décembre 1941 après le bombardement de Pearl Harbor. Les destroyers américains qui jusqu'à présent n'avaient participé qu'à des actions de harcèlement contre les Allemands entrent maintenant sérieusement dans la bataille de l'Atlantique. Pendant l'année 1942, les sous-marins allemands font un beau tableau de chasse en détruisant près de 1000 navires alliés. Mais en 1943, plusieurs nouveautés vont retourner la situation. Des radars plus modernes assistent directement le pointage des canons, tandis que de nouveaux sonars facilitent la détection des sous-marins. Mais les progrès les plus décisifs apparaissent avec la mise en service d'un nouveau type de destroyer. À partir de 1943, nous avons mis en service une grande quantité de destroyers d'escorte, des destroyers miniatures. Ces bâtiments disposent de canons de 125 mm ou de 75 mm, en plus de ceux de 40 et de 20. Mais pour la lutte anti-sous-marine, en plus des mines sous-marines, ils disposent de hérissons. Le hérisson était une formidable amélioration. C'est un système de lancement frontal. L'intérêt des hérissons, c'est qu'ils n'explosaient que s'ils heurtaient un sous-marin. Ce qui signifiait que si on le ratait, on pouvait continuer la traque au sonar ou l'écoute silencieuse à l'hydrophone. C'était une arme de lutte anti-sous-marine beaucoup plus efficace. Une grande quantité de destroyers d'escorte rejoint bientôt les destroyers qui accompagnent les convois dans l'Atlantique. Des groupes de navires marchands qui dépassent souvent la centaine d'unités sont organisés en formation, entourés de destroyers et de destroyers d'escorte. Ceux-ci maintiennent constamment une surveillance par radar et par sonar, sans compter une surveillance visuelle ininterrompue. On scrutait constamment. On recherchait en permanence les sous-marins. Il fallait rester aux aguets, garder une vision acérée. L'opérateur sonar devait être parfait, rester toujours en alerte. On savait qu'il fallait protéger tous ces navires. On apercevait la fumée des convois. Alors, on s'approchait jusqu'à ce qu'on puisse voir les mâts et les cheminées, mais jamais suffisamment près pour distinguer la passerelle. Parce que dès qu'on apercevait leur passerelle, eux aussi pouvaient nous voir. Quand on entrait en contact, un des destroyers fonçait sur lui. Si c'était un sous-marin, un destroyer le pourchassait. Si c'était deux sous-marins, on envoyait deux destroyers et on attaquait. On se servait des hérissons qu'on envoyait de l'avant et on continuait avec des mines sous-marines. On pouvait entendre le bruit des mines quand elles touchaient la surface de l'eau. Ensuite, on comptait les secondes et on entendait l'explosion. Les mines sous-marines, c'est extrêmement pénible. Le bâtiment tremble, les lumières s'éteignent et les gens deviennent livides. Tout le monde est mort de peur, y compris le commandant. On ne peut rien faire. Dans ces moments-là, on voudrait être dans l'infanterie, dans l'armée de terre. En 1943, les Allemands perdent 237 sous-marins et commencent à surnommer les destroyers d'escorte les petits navires mortels. Ils deviennent la bête noire des équipages des sous-marins allemands, surtout lorsqu'ils se mettent à deux pour attaquer un seul U-boat. On se servait d'hydrophones ou de systèmes d'écoute pour détecter les bruits d'hélice et le déplacement du sous-marin. Si le destroyer attaquait le sous-marin à la mine sous-marine, le son était complètement perturbé dans l'océan. S'il y avait deux ou trois destroyers, pendant que l'un d'eux attaquait, l'autre restait à l'écart pour essayer de conserver une image acoustique, si l'on peut dire, de l'environnement et de l'emplacement du sous-marin. Dans un ultime effort pour tenter de contrer les meutes de loups, l'US Navy adjoint bientôt aux destroyers de petits porte-avions d'escorte.
Ces forces d'intervention, constituées de 5 ou 6 destroyers ou de destroyers d'escorte et d'un porte-avions, prennent le nom de groupes de chasse et de destruction. Ils sillonnent l'Atlantique avec pour unique mission de trouver et d'éliminer les sous-marins allemands. À partir de 1943, on obtenait tellement de renseignements de Enigma, la machine de décryptage des communications entre les sous-marins allemands, qu'on était en mesure d'envoyer les groupes de chasse dans des secteurs bien précis pour attaquer les sous-marins. Ces groupes de chasse et de destruction réussissent tellement bien à couler les U-boats que l'US Navy met en place un plan osé. On a entendu dire qu'ils en avaient discuté. Et le capitaine Gallery, qui commandait le porte-avions, a réuni tous les officiers et leur a dit qu'il fallait essayer d'en capturer un. Le 4 juin 1944, un groupe de chasse et de destruction composé du porte-avions Guadalcanal et de 5 destroyers d'escorte repère le sous-marin allemand U-505. Le Chatelaine reçoit l'ordre d'engager le combat avec l'ennemi. Nous l'avons attaqué. Nous avons endommagé son gouvernail et il a commencé à tourner en rond. On l'encerclait quand il a fait surface. Nous n'avons utilisé que des armes de petit calibre, des 20 mm, des fusils, des mitrailleuses. On s'est approché en évitant de viser les hommes. Nous n'en avons tué qu'un au cours de cette action. Ils ont abandonné le navire, ils ont ouvert les vannes avant et ont quitté le bâtiment. À la surprise des marins allemands, des embarcations sont envoyées du Chatelaine et du Pillsbury. Des groupes de marins américains abordent bientôt le sous-marin et s'en emparent. La capture de l'U-505 fournit aux Alliés des renseignements d'une valeur inestimable qui signifie la fin prochaine de la domination des meutes de loups dans la bataille de l'Atlantique. Ils pouvaient aller où ils voulaient, quand ils voulaient, et faire ce qu'ils voulaient. Ils coulaient tous les navires qu'ils voulaient. Et nous sommes arrivés, nous, les destroyers d'escorte. Et ce fut une autre histoire. Au lieu d'être les chasseurs, ils se sont transformés en gibier. Pour les meutes de loups de l'Atlantique Nord, le vent a tourné. Les équipages de destroyers de l'US Navy peuvent maintenant tourner leur attention et leurs moyens vers le Pacifique. Là, ils découvrent que les assaillants ne viennent pas du fond de la mer, mais de la surface, des ponts d'envol des porte-avions japonais. Le 7 décembre 1941, l'île assoupie d'Oahu commence tout juste à s'éveiller. La flotte américaine du Pacifique mouille dans Pearl Harbor. Parmi les navires, le destroyer Ward, un vieux 4 tuyaux qui va tirer les premières salves de la guerre du Pacifique. À 6h45 du matin, les servants des canons du Ward ouvrent le feu et réussissent à couler un sous-marin japonais tapi à l'entrée du port. Le Ward alerte le quartier général de son action à 6h54. Mais son message n'est pas pris au sérieux et à 7h55, la première vague de bombardiers japonais frappe. Au cours de cette unique attaque, les Japonais anéantissent la flotte du Pacifique. 8 des puissants cuirassés de la flotte sont coulés ou sévèrement endommagés. Mais sur les 29 destroyers à quai dans le port, 26 parviennent à s'échapper. Ces bâtiments et une poignée d'autres navires qui parviennent à éviter la destruction vont maintenant devoir se battre contre les Japonais. Les destroyers du type Fletcher, les plus récents de l'US Navy, vont une fois de plus démontrer la polyvalence de ce genre de bâtiment dans la campagne de saut d'île en île. On a vu les destroyers jouer un nouveau rôle, celui d'appui d'artillerie pour les débarquements amphibies. Pendant que les troupes approchaient des plages avec leurs péniches de débarquement ou leurs tracteurs amphibies, les destroyers commençaient à pilonner les côtes pour empêcher l'ennemi de sortir. Une fois les troupes à terre, les destroyers recevaient souvent des appels pour tirer sur des objectifs précis. Un groupe de chars se déplaçant sur une route, un bunker ou une tour d'observation. Bien que les canons des destroyers n'aient qu'une portée de quelques kilomètres, ils étaient hautement efficaces et très précis. Avec leur faible tirant d'eau et la puissance de feu de leurs canons de 125 mm, les destroyers fournissent aux péniches de débarquement un appui au feu rapproché.
Juste avant l'invasion à Okinawa, nous étions si proches que nous avions ordre de rester à couvert de crainte que des tireurs embusqués ne fassent feu sur nous. Nous étions en permanence en mouvement. On ne s'immobilisait jamais pour les bombardements côtiers parce qu'on pouvait être touché par n'importe quoi. Avions, sous-marins, batteries côtières. Si on restait à l'arrêt, on devenait une cible facile. Bill Eaton est à bord du destroyer Longshore lorsque celui-ci s'échoue en pleine opération de bombardement côtier sur Okinawa. Quand les batteries côtières ont commencé leur tir, elles étaient pointées directement sur nous. Elles ont démoli le navire en 5-10 minutes. On a sauté dans l'eau. Les gars demandaient où on devait aller. J'ai pointé l'horizon et je leur ai dit là-bas. Où là-bas? J'ai répondu le plus loin possible. La guerre du Pacifique plonge les destroyers dans les plus terribles batailles navales. À Guadalcanal, les destroyers se révèlent l'instrument de choix pour arrêter le Tokyo Express, la ligne de ravitaillement japonaise vers les îles Salomon. Bon nombre d'engagements se passaient de nuit entre les destroyers américains et japonais qui essayaient d'escorter des barges pleines de soldats et de matériel. Certains destroyers transportaient eux-mêmes des troupes pour renforcer la garnison japonaise de Guadalcanal. Pendant les quelques mois de cette campagne, il y a eu au moins une demi-douzaine d'engagements nocturnes de destroyer à destroyer. Destroyer versus destroyer night engagements. À Guadalcanal, les États-Unis perdent 24 unités, dont 15 destroyers. Mais l'avance japonaise à travers le Pacifique est finalement arrêtée. L'épreuve suivante pour les destroyers sera la bataille du golfe de Leyte, considérée comme la plus grande bataille navale de l'histoire. Les Japonais avaient la ferme intention d'empêcher l'invasion américaine des Philippines. Ils envoient 4 escadres comprenant des cuirassés, des croiseurs et des destroyers pour écraser la force américaine d'invasion. La première escadre japonaise s'engouffre dans le détroit de Saruga, véritable mâchoire d'un piège. Le piège se referme brusquement avec l'apparition de 20 destroyers américains et australiens qui engagent la bataille soutenue par la grosse artillerie de 8 croiseurs et de 6 cuirassés qui achèveront les survivants dans une victoire écrasante. Lorsque les restes mal en point de l'escadre japonaise du Sud se retirent, une nouvelle escadre de bâtiments japonais non repérés, composée de 4 cuirassés, de 7 croiseurs et de 11 destroyers, arrive à toute vapeur du Nord. Entre eux et les forces d'invasion américaines, il n'y a que le groupe de porte-avions de l'amiral Sprague. Les seuls navires qui accompagnent nos porte-avions d'escorte pour les protéger sont quelques destroyers et destroyers d'escorte. Du coup, nous avions des unités japonaises avec leurs canons de 460 se retrouvant face à des destroyers munis de canons de 125 et des destroyers d'escorte avec leurs affûts de 75. Les destroyers, manifestement sous-armés, s'engagent contre une flotte comprenant le gigantesque cuirassé Yamaka de 63 000 tonnes. Dès le départ, les jeux sont faits et les pertes pour les destroyers sont énormes, mais le panache de leur attaque est convaincant. Plusieurs destroyers et des destroyers d'escorte furent endommagés. 2 furent coulés. Mais les Japonais, croyant qu'ils étaient tombés sur un important groupe de porte-avions, d'où viendraient d'autres avions, beaucoup mieux armés que ceux des porte-avions d'escorte, font demi-tour après le premier engagement. Une fois les Philippines reprises, il ne reste plus entre les forces américaines et le Japon que l'île d'Okinawa. C'est au cours de cette bataille que les destroyers vont affronter leur ennemi le plus formidable. Les kamikazes représentent à bien des égards la menace la plus terrible pour les destroyers pendant la guerre. C'était en fait les premiers missiles guidés air-sol.
Ils étaient guidés par des êtres humains qui ne désiraient rien d'autre que d'aller s'écraser sur les navires de guerre américains. C'était vraiment terrifiant. À Okinawa, souvent, des avions se dirigeaient droit sur nous. On pensait toujours que c'était des avions suicides, car il n'y avait pas grand-chose d'autre que des avions suicides à Okinawa. Dirigés par des pilotes qui n'ont reçu qu'un entraînement minimum, des vagues massives de ces guerriers suicidaires foncent sur les forces d'invasion d'Okinawa. Pour tenter de contrer cette menace, l'US Navy utilise des destroyers pour former un système d'alerte avancé. On avait disposé un anneau de destroyer tout autour de l'île pour constituer un système d'alerte avancé contre les attaques aériennes japonaises. De la sorte, les forces de porte-avions et les unités amphibies pouvaient préparer leur défense. Les porte-avions pouvaient envoyer des appareils supplémentaires. Les Japonais analysent rapidement les dispositifs et commencent à concentrer leurs attaques de kamikazes sur les destroyers afin de paralyser le système d'alerte avancé. Ces destroyers, appelés piquets de surveillance radar, supportent toute la fureur du vent divin. Quand on était en mission de surveillance, autour d'une opération qui avait lieu, on s'attendait toujours au pire. Dans la minute où on détectait quelque chose, on savait qu'on risquait d'être attaqué d'un instant à l'autre, soit par des avions, ou parfois par des bateaux. Quand on était posté en station de surveillance, la plupart d'entre nous s'asseyaient pour écrire sa dernière lettre. Attaquant par groupe de 2 ou 3 avions, les kamikazes saturent les canons anti-aériens des destroyers. Ils avaient des mitrailleuses de 38, des canons de 40 mm et de 20 mm. Et tous les servants d'artillerie couraient dans toutes les directions parce que les avions arrivaient par 3 en même temps, de 3 directions différentes. Le 6 avril 1945, le destroyer Kowloon avec Sweet Johnson à la barre est touché et coulé par 5 avions kamikazes. Il est difficile de décrire ce qui se passe, si ce n'est que ça ressemble à un film bien tourné. On avait l'impression de regarder plutôt que de participer. On voyait toute l'action, on voyait ce qui se passait et on se disait « Attends un peu, mais je suis en plein dedans. Je ne suis pas assis dans un fauteuil de cinéma en train de regarder un film. » Ça faisait peur, mais pas particulièrement à ce moment-là. À la fin d'une bataille de 82 jours, 164 navires ont été coulés ou endommagés, faisant 10 000 victimes en mer. Sur les 150 destroyers qui participent au combat, 15 reposent au fond de la mer. Okinawa n'est pas seulement le dernier engagement naval d'importance pendant cette guerre, c'est aussi le plus coûteux. Avec le conflit coréen, les destroyers de la Seconde Guerre mondiale retrouvent l'action. Ils effectuent des missions de bombardement côtier, de secours et d'escorte. La guerre de Corée se fait encore avec des destroyers armés d'un matériel classique, mais il devient clair que dans les années suivantes, il va falloir leur adjoindre des systèmes de contre-mesures pour se protéger des progrès de la technologie. Les destroyers continuent d'avoir un important rôle anti-aérien. Mais maintenant, les avions volent beaucoup plus vite. Ils sont propulsés par turboréacteurs et reçoent des missiles qui leur permettent de tirer à 15, 30, 50 km d'un convoi ou d'un porte-avions. Ils peuvent attaquer avec des missiles air-mer. Donc, dès le début des années 50, nous avons dû armer les destroyers de missiles mer-air, des missiles anti-aériens. Face total communist aggression with total dedication to defend the frontiers of freedom, physically and ideologically. Au fur et à mesure que la guerre froide s'accentue, les sous-marins jouent un rôle de plus en plus important dans l'arsenal nucléaire naval.
Pour aider les destroyers à détecter et à engager les sous-marins de plus en plus loin, le développement de nouvelles tactiques de lutte anti-sous-marine s'impose. Je dirais que les deux plus grandes améliorations dans le système d'armes des destroyers sont d'une part l'hélicoptère, qui peut transporter un sonar ou une torpille, ou les deux dans le cas des modèles les plus récents, très loin du navire, et d'autre part le missile anti-aérien. Au début, l'US Navy utilise des hélicoptères sans pilote décollant du pont d'un destroyer. Plus tard, les destroyers peuvent embarquer des hélicoptères pilotés qui partent du pont du navire et emportent des sonars plongeants et des torpilles, ce qui leur permet d'arrêter les sous-marins beaucoup plus loin des destroyers. Malgré la pléthore de technologies nouvelles utilisées au Vietnam, les destroyers continuent de jouer un rôle utile comme plateforme d'artillerie flottante. Postés à des distances relativement sûres au large des côtes, leurs canons de 125 mm peuvent faire pleuvoir des obus à terre avec une précision redoutable. Jusqu'au début des années 70, la plupart des destroyers américains faisaient partie d'unités du type Gearing et Sumner, construites pendant la Seconde Guerre mondiale. Le premier destroyer du type Spruance est mis en service en 1975, et aujourd'hui l'US Navy reçoit les tout derniers modèles. Today, we celebrate a birth, a new addition to the United States Navy, a new addition to the United States Atlantic Fleet, the guided missile destroyer USS Arleigh Burke. She is revolutionary, the first destroyer of the 21st century. Les destroyers du type Arleigh Burke sont plus larges, avec une hydrodynamique améliorée pour fournir une plateforme d'armes stable à toutes les vitesses. Les bâtiments disposent aussi du système Aegis, de capteurs informatisés. Le système Aegis est un système anti-aérien extraordinaire. Il combine des radars fixes à décalage de phase avec un système de contrôle de combat qui est aujourd'hui le meilleur système anti-aérien du monde, qu'il soit naval ou terrestre. Les destroyers du type Arleigh Burke, avec leur vitesse, leur puissance de feu et leur capacité d'engager différents types de menaces, ne font que suivre la tradition des centaines de destroyers qui les ont précédés. Régulièrement, des soi-disant experts nous assènent que le sous-marin représente l'avenir, que nous n'aurons plus besoin de navires de surface, qu'ils sont trop vulnérables. Mais tant qu'on utilisera la mer pour déplacer des marchandises, des personnes, des troupes, nous aurons besoin de navires de surface. Et tant qu'on aura des navires de surface, le destroyer restera le plus important de tous. L'amiral Chester Nimitz, en faisant l'éloge du destroyer, dit « Ni les porte-avions ni les sous-marins n'ont une place aussi assurée dans les marines de l'avenir. Ces lévriers des mers, rapides, fins et puissants, ont gagné une place de choix dans l'histoire de la guerre et ils garderont cette place prééminente dans la flotte à l'aube du XXIe siècle. »